9h18, la suite des grands débats ce matin, toujours avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, mais avec notre invité, Denis Oliven, qui est journaliste essayiste et auteur d'un livre, Un étrange renoncement, aux éditions Albin Michel. Alors, est-ce que c'est un essai plutôt ? Oui, bonjour Denis Oliven. Bonjour. Étrange renoncement. Alors je disais tout à l'heure, on en parlait, que évidemment la gauche avait perdu un petit peu sa boussole, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulain d'Anne Hidalgo, qui était en train d'essayer de se repositionner en vue de la campagne, notamment face aux écologistes. Alors vous évoquez indirectement ces questions, parce que c'est vrai qu'on a vu apparaître lors du débat des écolos et de la primaire les questions croissance, décroissance, qu'est-ce que l'on fait ? Et c'est ce que vous évoquez directement dans ce livre, en se disant si on n'a plus de croissance, puisque certains sont en train de prôner une décroissance, notamment dans les universités, où va-t-on pour le pays déjà qui ne va pas très bien, quoi ? En fait, moi je me suis intéressé à la question qui me paraît étrange, d'où le titre, l'étrange renoncement de la France, qui est un grand pays, à la croissance. Puisque il y a 40 ans, on était le 5e pays du monde par sa richesse par habitant. Aujourd'hui, on est le 25e et on continue, année après année, de dégringoler les marches. On est les aventuriers de la croissance perdue. Ouais. Et ça produit des effets désastreux. Parce que si vous essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un jour une flambée dans les banlieues, le lendemain une crise des gilets jaunes, le jour d'après une révolte des fonctionnaires, le ras-le-bol fiscal, et même toutes les questions d'identité et de crispation identitaire du débat, on le voit aujourd'hui dans la campagne, c'est lié à ça d'une certaine manière, parce que moins de croissance, c'est moins d'emplois, moins de pouvoir d'achat, moins de ressources pour les services publics, donc plus d'impôts, moins de capacité à intégrer des populations étrangères parce que l'ascenseur social est en panne. Et donc, pourquoi est-ce que la France a renoncé à la croissance ? Mais est-ce qu'elle a vraiment renoncé alors ? En tout cas, c'est ce qu'on observe quand on regarde les chiffres. Sur la décennie, on est à 1% de taux de croissance, c'est-à-dire le taux que nous avions en 1800, avant toutes les révolutions industrielles, technologiques qui ont permis de financer les acquis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et quand on réfléchit à la question pourquoi est-ce qu'on a renoncé à la croissance, on n'est pas les seuls. Tous les pays occidentaux connaissent un affaiblissement de la croissance. Mais nous, on a une surinfection par rapport à cette maladie générale. Si vous comparez avec l'Allemagne, vous prenez l'Allemagne, on vient de célébrer la fin d'Angela Merkel. Sur les 15 dernières années, l'Allemagne, en richesse par habitant, a cru 3 fois plus vite que nous. Résultat des courses, elle a un taux de chômage qui est la moitié du nôtre. Elle a une dette par rapport à son PIB qui est la moitié du nôtre. Donc, pourquoi est-ce que la France a cette surinfection ? Pourquoi est-ce que la croissance qui devrait être son totem est devenue son tabou ? Et là, on voit que la gauche a joué, malheureusement, un rôle décisif. Les progressistes ont tourné le dos au progrès. Et ça m'interpelle. Oui, au progrès, au travail, quoi. Peut-être aux valeurs, en fait, du travail. On n'avait plus besoin d'industrie en France, non, mais on allait surfer aussi sur une certaine société des loisirs. Alors sans créer donc de la richesse. On s'est brouillé avec le travail. On est le pays riche qui travaille le moins au monde, 600 heures par habitant et par an. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, mais je parle du fait que... Oui, on a une bonne productivité, mais on n'a pas assez de gens au travail. Pourquoi ? Parce que on n'a pas assez d'alternance, donc les jeunes travaillent moins qu'ailleurs, parce qu'on a une retraite plus longue, parce qu'on a un taux d'activité féminin plus faible que les autres. Donc 600 heures par an et par habitant, comment voulez-vous qu'on produise de la richesse en travaillant moins ? Donc on n'a pas de travail. On n'a pas créé pour les entreprises un climat très favorable. Je vous donne un seul exemple. On a le taux d'imposition du capital le plus élevé, le deuxième, le plus élevé d'Europe. Et puis, on est en train, c'est le sujet qui m'intéresse aussi, devant la crise du climat, qui est vraiment dramatique, face à laquelle il faut qu'on réagisse. On a la tentation, sous la pression d'une partie des écologistes, de dire non, c'est pas qu'on va innover. On va pas innover davantage, on va tout arrêter. Donc c'est Greta Thunberg, c'est Greta Thunberg un petit peu. Non mais je vous le dis d'ailleurs. Oui, bien sûr. Elle pose de bonnes questions peut-être, mais pas avec les réponses exactement. adéquates. Moi, c'est pas qu'elle nous titille sur le climat, qu'elle nous mette en demeure d'agir. Elle a raison. Simplement, je pense que les réponses qu'elle apporte sont les mauvaises. C'est pas en détruisant la société qu'on va sauver la planète. C'est pas en effondrant nos niveaux de vie qu'on va réussir à réduire le niveau d'émissions de CO2. Il faut qu'on trouve une autre voie, la voie de l'innovation, celle que nous avons depuis 2 siècles. L'humanité a fait des progrès
qui n'avait pas d'exemple pendant les millénaires qui ont précédé. Et comment elle a fait ses progrès ? Par l'utilisation du cerveau humain, par l'innovation. On a eu un nombre d'inventions considérables. Que mettons ce cerveau humain au service de l'innovation pour faire face à l'enjeu climatique. Oui, des questions et des réflexions aussi avec Elisabeth Lévy. Alexis Poulain, tout d'abord aussi. Oui, alors, sur l'innovation, il y a un peu, en fait, une croyance techniciste que le progrès serait lié aussi à l'innovation technique. Mais est-ce que le progrès, c'est pas d'avoir moins de temps de travail, de pas travailler le plus longtemps possible avec la retraite? Est-ce que le progrès, c'est pas d'avoir plus de loisirs, plus de vie sociale et moins de vie au travail? Mais très, très loin de moi l'idée de revenir au 19e siècle, aux enfants dans les mines, etc. Mais il y a un équilibre à trouver entre la juste utilisation des gains de productivité pour améliorer la situation de nos concitoyens et l'excès. Je ne pense pas que l'Allemagne ou la Suède ou le Danemark, parce que moi mon modèle c'est la Scandinavie, je ne pense pas que ce soit des pays épouvantables. Et ça fait longtemps que la Scandinavie c'est le modèle, hein. Et puis finalement on s'en inspire pas. Ben non, malheureusement, c'est ce que je dis, c'est ma critique. Mais donc je ne pense pas que ni la Scandinavie, ni le Danemark, ni l'Allemagne ne soient des pays épouvantablement néolibéraux qui exploitent leur classe ouvrière. Ce sont des pays qui ont le niveau le plus avancé socialement du monde. Et donc vous voyez bien qu'il y a une au Danemark par exemple, ça n'a rien à voir, hein. L'école, la façon dont très jeunes, en fait, on autonomise les individus. On leur apprend aussi à capitaliser sur leurs forces. Mais l'école, vous voyez, l'école est un bon exemple. J'ai dit tout à l'heure que la gauche s'était trompée. Quand elle s'était face au chômage, à la montée du chômage, au lieu de se dire comment on fait plus d'activités, elle s'est dit on partage le travail, résultat des courses, on travaille pas assez. Et quand devant la crise, le début de crise du système éducatif, au lieu de se dire ce qu'on fait à un certain nombre de pays, on s'occupe de manière prioritaire et massivement des élèves les plus en difficulté, issus la plupart du temps des milieux les plus défavorisés, elle a moyenné, massifié. Résultat des courses, on a, selon l'OCDE, le système scolaire parmi les plus inefficaces du monde et surtout le plus injuste socialement. Le plus injuste socialement. Celui qui reproduit le plus les inégalités. Donc finalement, les mesures des progressistes conduisent à l'inverse du progrès. Et donc, en effet, il faut qu'ils révisent leur logiciel. Et comme ils ont une énorme influence sur l'imaginaire français, sur les valeurs, quand je dis ils, c'est nous. Parce que moi, j'appartiens à cette famille-là, à ce camp-là. Comme ils ont une énorme influence sur l'imaginaire et les valeurs françaises, sur le débat politique, tant que eux ne se seront pas convertis au modèle scandinave, on ne va pas avancer. Question, remarque aussi d'Elisabeth Lévy, hein, Denis Oliven, avant de poursuivre aussi sur votre deux questions. Bonjour Denis Oliven, une critique et deux questions. Ma critique, c'est que je crois que vous trompez quand vous dites que tout découle de la croissance. Hein. Je ne dis pas que c'est pas important, mais je crois qu'il y a une autonomie des questions identitaires parce que l'homme ne se nourrit pas que de pain, hein, je suis désolé, ça n'est pas le seul horizon, l'idée d'avoir un bon salaire et l'idée de... d'avoir un toit et quand même et un peu quelque chose dans l'assiette. J'ai pas dit que ça n'était pas important, j'ai dit que ça n'était pas le seul horizon. Je dis qu'il y a une autonomie des questions culturelles et identitaires, je ne crois pas, si vous voulez, que tout se réduise, tout se résolve par la croissance. Et deux questions sur les pays scandinaves et notre fameux, comme a dit Alexis, c'est le modèle depuis toujours modèle social-démocrate, il me semble, j'aimerais avoir votre avis, que la grande question c'est les syndicats, hein, parce qu'on oublie toujours que dans le modèle social-démocrate, il y a des syndicats très puissants et nous, on a fait le choix, enfin l'histoire de la France c'est celle d'un syndicalisme révolutionnaire qui donc ne joue pas ce rôle. Et la deuxième, c'est que je me demande si s'il n'y a pas quelque chose de notre inconscient catholique, disons, dans le retournement de la gauche sur la croissance, c'est-à-dire un peu la culpabilité par rapport à l'argent, vous savez. Oui. Alors, bon, sur ces deux questions, et puis la première réflexion d'Elisabeth sur l'identité par rapport aussi à l'économie, quoi. Je ne suis pas resté archéo-marxiste et je ne pense pas que la situation matérielle est la seule réponse à tout. Mais je ne crois pas que la croissance résolve tout. Mais ce que je sais, c'est que l'absence de croissance détraque tout. Et que la question de l'identité qui se pose, par exemple, elle se pose aussi au Danemark et en Suède, alors que ce sont des pays qui sont mon modèle. Donc je ne dis pas qu'elle ne se pose pas. Mais vous voyez bien qu'elle se poserait en des termes beaucoup
plus apaisé et calme si on avait 1 ou 2 points de croissance en plus. Je rappelle juste pour nos auditeurs que 1 point de croissance en plus, c'est 30 milliards d'euros chaque année en plus. Ça veut dire, par exemple, 3 fois le budget du RSA ou 3 fois le budget de la police. Donc vous voyez que quand on a de l'huile à mettre dans les rouages, les discussions qu'on peut avoir sur les difficultés du pays sont pas de la même nature. Et on peut regarder ce qui s'est passé en Allemagne. Regardez le débat qui a eu lieu en Allemagne, dans un pays qui va bien mieux que nous, en tout cas à certains égards. La campagne électorale s'est faite sur la question de la redistribution ou de la décarbonation, mais les deux propositions de rupture de modèle d'extrême droite ou d'extrême gauche ont été marginalisées dans le débat. Donc, bien sûr que les questions culturelles sont essentielles, c'est pas moi qui les nierai, mais elles se résolvent beaucoup mieux quand un pays va bien du point de vue matériel que quand il va mal, quand il a du pouvoir d'achat, de l'emploi et des ressources pour ses services publics. Deuxième point sur la question que vous me posiez sur le modèle social-démocrate et les syndicats, c'est sûr. C'est certain que dans les réformes qu'il faudrait un jour conduire en France, il faudrait faire en sorte que le régime légal qui fabrique en fait la dispersion des syndicats et leur faible enracinement dans le salariat soit modifié en sorte qu'on ait comme dans les grandes social-démocraties d'Europe du Nord, il n'y a pas 10 syndicats ou 10 fédérations, il y a 2 grands syndicats. Un syndicat rouge, disons, et un syndicat bleu, enfin, un syndicat conservateur et un syndicat progressiste, et puis c'est tout. Et ils sont très enracinés dans le salariat, et donc ils sont portés au compromis. Oui. Allez, on poursuit dans un instant avec vous, Denis Oliven. Un étrange renoncement, c'est aux éditions Albin Michel, ça vient de sortir. Elisabeth Lévy et Alexis Poulain qui nous ont accompagnés également. Ils peuvent encore rester puisqu'ils sont là depuis 9h moins les 4.